connais trop et je l'apprécie trop pour pouvoir en parler longuement. Je sais qu'il ne veut pas qu'on dise qu'il a été avocat au conseil, comme on dit, c'est-à-dire avocat, il fait partie de ce petit groupe d'avocats qui peut plaider devant le Conseil d'État et la Cour de cassation. Ce sont des responsabilités très, très importantes et très recherchées. Le trahirais-je en disant qu'il avait des dons d'acteur, qu'il met en œuvre avec beaucoup de talent, mais si j'en disais davantage, vous l'regretteriez, parce que ça vous retarderait le moment où vous allez profiter de ces très remarquables dons d'orateur. Cher ami, je vous en prie. Merci et bravo pour votre intervention. Vous vous demandez sans doute à quel titre Simone Weil, W-E-I-L, se trouve ainsi placé entre des écrivains aussi prestigieux que Chateaubriand et François Mauriac dans un colloque sur la littérature et le pouvoir ici à Toulouse. La première raison de parler de Simone Weil est qu'elle est un véritable écrivain. Elle est certes connue comme philosophe, mais son œuvre est considérée également comme remarquable par son style. Florence de Lucy, sa meilleure commentatrice, a déclaré que son écriture se fait proche parfois de la poésie, le rythme pouvant prendre un accent incantatoire, non pas obsédant, mais envoûtant. Notre région a en outre une raison particulière de l'honorer. C'est qu'elle s'était intéressée de très près au catharisme et que fin mars 1942, avant son départ pour les États-Unis puis pour l'Angleterre, elle avait tenu à rencontrer Joé Bousquet, le poète reclus de Carcassonne, avec qui elle échangea une correspondance. Il se trouve enfin que cet écrivain a mené une réflexion extrêmement originale et rigoureuse sur le pouvoir à une époque cruciale de notre histoire, marquée par le bolchevisme, le nazisme et la guerre qu'elle a côtoyé de près dans sa vie militante. La pensée de Simone Weil à cet égard part d'un constat. Elle est complétée par une analyse rigoureuse de l'action politique et elle est illustrée enfin concrètement par ses idées sur la restauration de la légitimité après la libération. Il n'est pas question ici de faire un récit de sa vie ni d'analyser la philosophie de Simone Weil. Je ne suis d'ailleurs ni historien ni philosophe. Rappelons simplement qu'elle est née en 1909. Elle fut normalienne et professeure de philosophie. Elle voulut connaître la condition ouvrière en 1934-35 et s'engagea dans la guerre civile espagnole en 1936. Sous l'occupation, elle partit en 1942 pour les États-Unis, puis pour l'Angleterre, où elle se joignit au service de la France libre. Le 25 novembre 1942, elle arrive donc à Londres. C'est là que, par opposition au projet d'une nouvelle déclaration des droits de l'homme et des citoyens, elle rédigea sa propre déclaration fondamentale des devoirs envers l'être humain, déclaration qui est à l'origine de son ouvrage monumental, L'Enracinement. Et elle mourut d'une tuberculose le 17 août 1943, à quelque distance de Londres. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une première partie, je vais partir d'un constat. Ce constat tient d'abord dans les expériences qu'elle a rencontrées, qu'elle a éprouvées.
La première de ces expériences consiste en la découverte du malheur ou du mal ou de la misère humaine. Cette obsession du malheur lui est née très tôt, à l'âge de 5 ans. Dans une lettre à Maurice Schumann, qu'elle avait côtoyé à Londres, elle a écrit que depuis 1914, la guerre n'avait jamais quitté sa pensée. Son expérience en usine en 1934-35 a conforté cette obsession. Étant en usine, confondue aux yeux de tous et à mes propres yeux avec la masse anonyme, le malheur des autres est entré dans ma chair et dans mon âme. C'est cette obsession qui a conduit Simone Veil à s'intéresser à la politique et au pouvoir. Une autre expérience vécue est tout à fait différente. C'est la crise mystique dont elle avait été frappée. Cette crise est née, semble-t-il, au Portugal en 1935, lors d'un voyage. À l'écoute des femmes de pêcheurs chantant des cantiques, dit-elle, d'une tristesse déchirante, elle eut, c'est encore elle qui parle, soudain, la certitude que le christianisme est par excellence la religion des esclaves, que des esclaves ne peuvent pas ne pas y adhérer, et moi parmi les autres. On sait que cette crise spirituelle l'a conduisit jusqu'au bord du baptême à la veille de sa mort. Et c'est sur le regard de la sagesse éternelle, de la connaissance de l'antiquité grecque et des relations orientales, au point qu'elle fut accusée de syncrétisme ou de gnosticisme, qu'elle en est venue à proclamer dans le préambule de sa déclaration fondamentale des devoirs envers les êtres humains, il est une réalité située hors du monde et qui échappe à toutes les facultés humaines. À elle répond l'exigence de bien absolu qui est toujours au centre du cœur de tout homme. C'est d'elle que descend tout le bien qui peut exister dans ce monde. Toute beauté, toute vérité, toute justice, toute légitimité, tout ordre, toute subordination de la conduite humaine à des obligations. De là va résulter toute son analyse de l'action politique, comme nous le verrons tout à l'heure. Mais auparavant, nous devons nous pencher sur son analyse des relations sociales. Cette analyse lui a révélé les limites de la force et lui a inspiré une grande méfiance à l'égard du pouvoir. Simone Veil a porté toute son attention sur les notions de nécessité et de force dans la société humaine. Elle part d'une vision pessimiste lorsqu'elle écrit dans Oppression et liberté, quelles que soient les transformations sociales, l'on aperçoit, si l'on essaie d'en mettre à nu le mécanisme, qu'un morne jeu de forces aveugles qui unissent ou se heurtent, qui progressent ou déclinent, qui se substituent les unes aux autres, sans jamais cesser de broyer les malheureux humains. Toujours le malheur. Et elle décrit le rôle fondamental de la force dans l'analyse qu'elle fait de l'œuvre de Marx et de Hitler, sur lesquels je n'ai pas le temps de m'étendre. Elle conclut, cependant, malgré ce pessimisme, il n'y a qu'une chose à faire, ou bien il faut apercevoir dans l'univers, à côté de la force, un principe autre qu'elle, ou bien il faut reconnaître la force comme maîtresse unique et souveraine des relations humaines. À cette reconnaissance d'un principe supérieur à la force,
se mêle une grande méfiance à l'égard du pouvoir. D'une part, elle ne reconnaît que le pouvoir individuel. Les facultés d'examiner, de comparer, de peser, de décider, de combiner sont essentiellement individuelles, et par suite, il en est aussi de même du pouvoir, dont l'exercice est inséparable de ses facultés. Le pouvoir collectif est une fiction. D'autre part, elle regrette que le pouvoir ne se conçoive qu'en termes de compétition. De ces données résulte son analyse du politique qu'il convient maintenant d'examiner dans une deuxième partie. Nous disons le politique, et non la politique, c'est-à-dire le politique au sens de Platon, qui a largement inspiré Simone Veil. Dans ce cadre, Simone Veil examine des notions fondamentales pour mieux définir les fins de l'action du pouvoir. Ces notions fondamentales sont celles de collectivité, de patrie, d'État, de nation, de peuple que nous avons examinées. Simone Veil proclame que la collectivité constitue l'unique organe de conservation pour les trésors spirituels amassés par les morts, l'unique organe de transmission par l'intermédiaire duquel les morts puissent parler aux vivants. De là, elle passe aussitôt à la notion de patrie, à laquelle elle assimile d'ailleurs la nation. La nation seule, depuis déjà longtemps, joue le rôle qui constitue par excellence la mission de la collectivité à l'égard de l'être humain, à savoir assurer à travers le présent une liaison entre le passé et l'avenir. En ce sens, répète-t-elle, on peut dire que c'est la seule collectivité, la nation, qui existe dans l'univers actuel. Mais qu'est-ce que la nation? La nation, dit-elle, la nation, c'est-à-dire l'État, car on ne peut pas trouver d'autre définition au mot nation que l'ensemble des territoires reconnaissant l'autorité d'un même État. Nous le voyons. Simone Veil glisse progressivement de la notion de nation à celle de patrie et de la notion de patrie à celle d'État, et nous nous rapprochons ainsi de la question du pouvoir. Car elle définit ainsi les devoirs de l'État. L'État, dans la fonction administrative, doit apparaître comme l'intendant des biens de la patrie. Il a le devoir de faire de la patrie au plus haut degré une réalité. Reste le peuple, le gros animal, selon Platon. Elle place en lui sa confiance, issue de son expérience de la condition ouvrière. Le peuple a le monopole d'une connaissance, la plus importante de toutes peut-être, c'est celle du malheur. Nous revoilà encore dans le malheur. C'est sous l'empire de ces notions fondamentales que Simone Veil va définir les conditions de l'action politique. Elle pose, nous l'avons déjà un peu évoqué, un principe consistant en une obligation universelle. L'objet de la vie publique est de prendre toutes les dispositions susceptibles d'amener dans la plus grande mesure possible le pouvoir, sous toutes ses formes, sans exception, aux mains de ceux qui acceptent en fait d'être liés par l'obligation universelle envers les êtres humains. Et elle rattache cette obligation universelle à une source
souveraine du pouvoir. Elle évoque à ce sujet un texte indien, la justice. La justice est la souveraineté de la souveraineté. C'est pourquoi il n'est rien au-dessus de la justice. La justice s'oppose à la force. Si la force est absolument souveraine, la justice est absolument irréelle, mais elle ne l'est pas, car nous le savons expérimentalement, elle est réelle au fond du cœur des hommes. Et elle définit ainsi l'objet de la justice: protéger les hommes de tout mal, de tout malheur. Et comment va-t-il le faire, le pouvoir? En assurant la satisfaction des besoins des êtres humains. Quels besoins? Dans son texte essentiel, qui est pour notre sujet cette déclaration fondamentale, Simone Weil énumère une liste des besoins de l'homme qu'avec les besoins terrestres, le pouvoir se doit de satisfaire. J'ai dit les besoins de l'homme, les besoins de l'âme, veux-je dire. Besoins de l'âme qui s'ajoutent aux besoins terrestres. Liste hétéroclite, où l'on trouve à côté des notions classiques de liberté, d'égalité, de propriété, de sécurité, d'autres notions inhabituelles dans une déclaration fondamentale. L'ordre, l'obéissance, la hiérarchie, l'honneur, le châtiment. Et elle consacre son plus grand développement à cette notion essentielle qu'est l'enracinement. L'enracinement est peut-être, dit-elle, le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. Or, constate-t-elle, il y a plusieurs facteurs de déracinement, notamment chez les ouvriers et chez les paysans, d'où ce besoin de réenracinement auquel le pouvoir doit se consacrer, tout d'abord en restaurant la notion de patrie. Autre besoin original dans une déclaration fondamentale, l'ordre. Elle en présente une conception très exigeante. Un pays ne peut pas posséder la liberté s'il n'est pas reconnu que la désobéissance envers les autorités publiques, toutes les fois qu'elle ne procède pas d'un sentiment impérieux du devoir, déshonore plus que le vol. La désobéissance déshonore plus que le vol. C'est-à-dire que l'ordre public doit être tenu pour plus sacré que la propriété privée. Et elle lie cela à la notion d'obéissance. L'obéissance suppose le consentement, non pas à l'égard des ordres reçus, mais un consentement accordé une fois pour toutes, sous la seule réserve, le cas échéant, des objections, des exigences de la conscience. Ceci n'exclut donc pas l'objection de conscience, qui a, dit-elle, pour condition d'être poussée par une obligation si impérieuse qu'elle contraigne à mépriser tous les risques sans exception. À noter qu'à l'occasion, elle en fournit un exemple. Cet exemple concerne Antigone, l'Antigone de Sophocle. À cet égard, elle conteste la présentation qu'en avait fait Jacques Maritain, qui avait qualifié Antigone d'héroïne naturelle, non, d'héroïne éternelle du droit naturel. C'est, dit-elle, par une singulière confusion qu'on a pu assimiler la loi non écrite d'Antigone au droit naturel. La loi non écrite à laquelle obéissait cette petite fille n'était autre que l'amour extrême
absurde, celui qui a poussé le Christ sur la croix. Autre besoin que Simone Veil analyse de façon originale, la liberté d'opinion. La seule faculté humaine intéressée à la liberté publique d'expression est cette partie du cœur qui crie contre le malheur. Le voilà. Mais elle y apporte des restrictions considérables. Premièrement, les publications ne doivent jamais contenir aucune négation explicite ou implicite des obligations éternelles. Deuxièmement, la protection de la liberté de pensée exige qu'il soit interdit par la loi à un groupement d'exprimer une opinion. La solution pratique immédiate, dit-elle, c'est l'abolition des partis politiques. La lutte des partis telle qu'elle existait sous la Troisième République est intolérable. Après les fins de l'action politique, Simone Veil analyse les conditions et les moyens de cette action. Elle pose la légitimité comme condition essentielle de l'action publique. Si celui qui gouverne a pour mobile le souci de la justice et du bien public, si le peuple a l'assurance qu'il en est ainsi et des motifs raisonnables d'être assuré que cela continuera, si le chef ne désire conserver le pouvoir qu'autant que le peuple conserve cette assurance, il y a gouvernement légitime. Et Simone Veil observe que dans le régime parlementaire français de la Troisième République publique, depuis longtemps, aucun des mécanismes de la légitimité ne fonctionnait plus. Elle se montre aussi originale en ce qui concerne les moyens et les institutions de l'action publique. On y trouve évidemment la démocratie. Mais Simone Veil la classe dans les régions moyennes et subordonnées. Car, dit-elle, la personne ne peut être protégée contre le collectif et la démocratie assurée que par une cristallisation dans la vie publique du bien supérieur qui est impersonnel et sans relation avec aucune forme politique. La démocratie n'est donc qu'un moyen, en vue du bien. Elle reste aussi réservée sur la notion de volonté générale et de démocratie représentative à la Rousseau, qui avait tant marqué la tradition républicaine. Cette conception classique résulte de son observation de la vie politique sous la Troisième République, cette conception nouvelle plutôt, résulte de son observation de la vie politique sous la Troisième République, où, dit-elle, le jeu des partis règle la distribution du pouvoir. Autre moyen de l'action, le droit. Elle remonte encore ici à la notion fondamentale d'obligation. La notion d'obligation prime celle du droit qui lui est subordonnée et relative. Un droit n'est pas efficace par lui-même, mais seulement par l'obligation à laquelle il correspond. La notion de droit est infiniment plus éloignée du bien pur que l'obligation. La notion de droit est mélangée de bien et de mal, car la possession d'un droit implique la possibilité d'en faire soit un bon, soit un mauvais usage. D'où son rejet du projet de déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'elle remplace par sa déclaration des devoirs envers l'être humain. Et la loi. La loi est l'ensemble des dispositions permanentes susceptibles de produire cet effet, c'est-à-dire d'accomplir l'obligation universelle envers tous les êtres humains. Nous y revoilà. L'institution majeure du pouvoir
L'institution majeure du pouvoir est, par une sorte de conséquence naturelle, c'est la magistrature. L'insistance de Simone Veil sur la justice explique la confiance, la place confiée par celle-ci au pouvoir judiciaire, qui dans la hiérarchie prime le pouvoir législatif et prime évidemment le pouvoir exécutif. Elle va jusqu'à permettre aux juges de statuer en équité et non en légalité, comme le veut notre tradition juridique. Enfin, au sommet, le chef de l'État. Là où un homme est placé pour la vie à la tête de l'organisation sociale, il faut qu'il soit un symbole et non un chef, comme le roi d'Angleterre. Il y aurait encore beaucoup à dire, et notamment sur la part réservée aux compétences de l'État. Mais pour terminer, il me paraît, dans cette partie, intéressant de vérifier comment, en fait, Simone Veil entendait mettre en pratique ses conceptions générales. Et nous en venons ainsi à notre troisième partie. La meilleure illustration se trouve dans son texte sur la légitimité du gouvernement provisoire à la libération. En préambule, elle rappelle les circonstances de la chute et du redressement de la patrie. Le peuple français en juin et juillet 1940 n'a pas été un peuple à qui des escrocs cachés dans l'ombre ont soudain, par surprise, volé sa patrie. C'est un peuple qui a ouvert la main et laissé la patrie tomber par terre. Mais le sentiment national est revenu avec le général de Gaulle. Celui-ci, dit-elle, entouré de ceux qui l'ont suivi, est un symbole. Le symbole de la fidélité de la France à elle-même, concentré un moment en lui presque seul, et surtout le symbole de tout ce qui, dans l'homme, refuse la basse adoration de la force. Et De Gaulle pouvait être ainsi considéré comme le détenteur d'une légitimité. La nation française ayant en 1940 abandonné tout souci de légitimité, le général de Gaulle a ramassé la légitimité jetée au rebut et s'en est constitué le dépositaire. Il l'a fait de sa propre initiative. Cette initiative n'a pas été contestée. Cette initiative non contestée fait de lui le dépositaire réel de la légitimité française, jusqu'à ce que la nation soit en état de la lui réclamer. Cette légitimité n'est donc que provisoire. Il faut établir une légitimité durable. Ce ne peut être fait tout d'abord que par un plébiscite portant sur la déclaration fondamentale destinée à inspirer la vie du pays, puis par l'élection d'une assemblée constituante sur le modèle de 1789. Entre-temps, le général et ses collaborateurs s'engageraient à soumettre tous les actes de leur autorité provisoire, sans exception, à qui? À un tribunal constitué par l'Assemblée constituante en dehors de ses membres, devant juger, d'après l'esprit de la Déclaration fondamentale, et habiliter ce tribunal, habilité pour prononcer n'importe quelle peine, y compris la mort. Enfin, dans un idéal de pureté, Simone Veil déclare: il semble que l'exercice de pouvoir provisoire ainsi conçu implique la renonciation à une carrière politique ultérieure qui risquerait d'altérer la pureté indispensable à l'exercice du pouvoir provisoire dans des conditions si terribles.
et elle estime désirable pour la France qu'une fois l'équilibre retrouvé, elle soit conduite par un Français qui ait vécu son épreuve sur son sol. Adieu au général, vive Cincinnatus. Laissons aux historiens le soin de vérifier quelles ont été les suites effectives de ce message. En attendant, et pour conclure, guidés par ce mot de pureté que nous venons de prononcer, constatons que la pensée politique de Simone Veil est mêlée d'idéalisme pouvant être taxé d'absolutisme, comme le montrent ses restrictions de la liberté d'expression et l'interdiction des partis politiques. Elle a su aussi se montrer visionnaire en ce qui concerne le contrôle des lois par une autorité indépendante, contrôle que nous connaissons aujourd'hui. Son œuvre fut diversement reçue. Albert Camus, dit Florence de Lucy, s'enflamma pour l'ouvrage dès sa parution en 1949 et qualifia Simone Veil de seul grand esprit de notre temps. Elle fit l'admiration de Georges Bourdin, directeur de La Vie, mais ce ne fut pas unanime. Ainsi, du haut de sa chronique littéraire du Monde, Émile Henriot, le fameux Émile Henriot, pour nous lecteurs de cette époque, Émile Henriot, s'il reconnaissait la valeur morale élevée et inattaquable de la pensée de Simone Veil, condamnait cependant un rigorisme systématique à la Saint-Just et s'inquiétait de l'instauration d'une morale d'État intolérable portant gravement atteinte à la liberté d'opinion. C'était méconnaître le plan sur lequel s'était placée Simone Veil, une analyse philosophique rigoureuse, tirée de l'expérience qui, nous osons le dire, l'a hissée au niveau de Platon. Je vous avais dit qu'il était très bon. Et c'est vrai que pour quelqu'un aussi, comme Simone Veil, même aussi sincère, aussi fidèle, aussi authentique, aussi émouvant, il fallait au moins pour en parler quelqu'un comme vous. Propos rapide, car nous sommes un peu en retard, et je prie M. Bérou de nous en excuser. Propos rapide, je vous en prie. Ça fera le lien avec l'exposé de notre secrétaire perpétuel. Cher confrère, j'ai beaucoup pensé à Saint-Exupéry pendant tout votre exposé. Parce qu'il y a plein de choses qui sont concomitantes avec Simone Veil. Hein. Le refus, la méfiance par rapport au pouvoir, vous l'avez dit, hein, et également le parcours. Parce qu'elle se retrouve aux États-Unis en 1942, Saint-Exupéry, il y est. Il a refusé le pouvoir de Pétain, mais il a refusé également d'aller à Londres. En revanche, il est parti aux États-Unis plaider la cause du pays en disant « Je vais vous prouver que la France s'est battue, elle a été battue, mais elle s'est battue. Hein, » et il était bien placé pour le dire. Parce que quand vous parlez aussi de la nation qu'avance Simone Veil, Saint-Exupéry a les mêmes idées sur la nation. Et il disait à cette époque-là, comment parler sur la France si on ne prend pas sa part de risque? Et ça, c'est formidable. Donc, je me suis pris à rêver que nous faisions un colloque tous les deux, on se renvoie la balle, on fait la jeune peu. Merci. Une autre intervention. Bien, il nous reste un temps. Ah, pardon. Je vous en prie. Je vous remercie et je remercie l'orateur pour cette présentation brillante et
et complète des conceptions de Simone Veil que nous n'avons pas tous en tête aujourd'hui. Toutefois, je me suis demandé en vous écoutant si vous ne faisiez pas le portrait d'une idéaliste passionnée, d'une passionnariat, d'une femme qui allait dans l'excès en tout, sur le très droit chemin de sa réflexion philosophique montpelliéraine, et une femme qui a connu des expériences aussi rares du sol dans la condition ouvrière d'Espagne. Et la question que je voulais vous poser, à la troisième partie, vous évoquez sa déclaration universelle, ses relations avec le politique. Or, il me semblait entendre aux élites du général de Gaulle exprimer leur conception ou le discours de Bayeux du général lui-même. Je voudrais vous demander simplement si les conceptions de Mme Veil ont été connues par l'équipe de Londres, ou à proximité. En tout cas, y a-t-il eu des relations sur des thèmes purement intellectuels entre ce parcours philosophique et le parcours politique général et de ceux qui l'ont suivi? Il y a eu des relations. D'abord, il est entré dans les services de la France libre, où l'on réfléchissait à l'élaboration de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais les comptes rendus de réunion de la section compétente font apparaître qu'elle intervient au début, et puis, mécontente de la tournure des choses, elle se retire. Il n'en reste pas moins qu'elle était en relation étroite avec Maurice Schumann, qui siégeait en même temps qu'elle là-bas. Ses écrits de l'époque n'ont pas été connus, puisqu'ils ont été publiés en 1949. Néanmoins, elle a eu ces conversations. Cependant, elle a vécu à Londres pendant les 8 mois de Londres, entre le 40 février 42 et août 43, un peu plus que 8 mois. Elle a vécu finalement comme une recluse travaillant sur son texte. Est-ce qu'elle a inspiré De Gaulle? Je ne dis pas qu'elle a eu de l'admiration pour De Gaulle. Elle a eu une certaine méfiance à son égard. Et De Gaulle ne l'a pas traité très correctement. Mais il n'empêche que ce genre d'idée était complètement, assez complètement répandu dans les services de la France libre. Merci.